Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce jeudi 13 novembre. Toute l'actualité près de chez vous, infos, reportages, météo, sport, culture, avec les premières remises de médailles à l'occasion de la fête nationale et en l'occurrence celle du travail. En conclusion d'une saison d'exception pour les sports monégasques, nous reviendrons ce soir sur la traditionnelle remise des prix de l'AS Monaco Omnisport. La suite des rencontres philosophiques de Monaco et une discussion autour du thème de la fidélité. L'une des intervenantes, l'auteure Alice Fernet, sera avec nous dans un instant. La deuxième édition du salon Joya, découverte de bijoux de tout temps, avec en duplex du One Monte Carlo, le lieu de ce rendez-vous d'excellence, la cofondatrice du salon, Delphine Pastores. Et pour débuter ce journal, cet événement attendu depuis maintenant 3 ans par les amoureux de la glace et de la glisse, la réouverture de la patinoire sur le port Hercule. Vous avez pu découvrir en début de semaine quelques photos de son installation. Ce soir, voici le reportage qui lui est consacré dans cette phase de préparation, reportage signé Sarah Inkari sur des images d'Hugo Comaza et de Marie-Ève B. Le stade nautique Régnier 3 est en pleine métamorphose. Il s'apprête à accueillir, dans quelques semaines, des centaines d'amateurs de glisse impatients de chausser les patins après 3 saisons sans patinoire, pour raisons écologiques. Cette année, on l'a un petit peu réduite en termes de taille pour pouvoir installer des bâches thermo-isolantes qui vont être dépliées la nuit. On va également installer des sondes sur les tuyaux afin de mesurer le froid. Et comme ça, dès que le froid sera à la bonne température, on pourra couper le groupe et faire des économies d'électricité. Cette structure est montée en quelques semaines. Elle a été conçue spécialement pour Monaco. Première étape, c'est on amène les fermes, donc c'est 35 poutres qui balayent l'ensemble du plancher. Au-dessus des poutres, on pose des panneaux sandwich, des plaques pour pouvoir faire le support. Dans un deuxième temps, on installe les barrières. Et dans un deuxième temps et demi, on va dire, on installe tout ce qui est tuyaux et pour réfrigérer la glace. À cela s'ajoute la protection des sols et des escaliers autour et la mise à disposition de 800 patins de tailles différentes. L'ouverture de la patinoire est prévue le vendredi 5 décembre. Elle restera accessible jusqu'au 1er mars 2026. 3 mois de belles glissades en perspective. Gageons que le succès devrait être au rendez-vous, avec pas moins habituellement de 15 000 pratiquants chaque saison. L'ouverture de la patinoire est programmée, je vous le rappelle, en même temps que celle du marché de Noël, le vendredi 5 décembre. Direction à présent, l'auditorium Régnier 3 pour évoquer la traditionnelle cérémonie de remise des prix de l'AS Monaco Omnisport. La grande famille de l'ASM était réunie hier soir pour mettre à l'honneur entraîneurs, athlètes et bénévoles. Frédéric Elion et Thomas Deus étaient sur place. Ils ont tous la même passion, l'amour du sport, qu'ils ou elles soient bénévoles, athlètes, entraîneurs ou dirigeants. La grande famille de l'AS Monaco Omnisport était réunie mercredi soir à l'auditorium Régnier 3 pour la traditionnelle cérémonie de remise des prix de l'ASM. Pour cette 101e édition, nouvelle formule, les prix d'athlètes masculins et féminins de l'année n'existent plus, mais de nombreuses distinctions ont été remises. Un signe d'honneur, de vermeil, médaille de reconnaissance ou encore performance de l'année dans différentes catégories. On a investi énormément d'énergie et du temps pour se préparer pour les compétitions. Et d'obtenir de bels résultats, c'est la meilleure récompense. De partager ce moment avec mon coéquipier, c'est magnifique. Et en plus, ça a été une superbe saison pour toute l'équipe du pentathlon moderne, c'est ça? Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, on a fait plusieurs championnats d'Europe, du monde, et on a gagné pas mal de places, des podiums. Ça fait un vrai honneur de représenter la principauté internationale. Nous avons fait une belle performance cette année. Nous avons été donc champions de France. Nous sommes au ranking, donc 20e au rang mondial. C'est un honneur toujours de participer à cette remise de prix sur Monaco et vraiment on est très fiers et très contents. Toujours un honneur de représenter Monaco, de représenter la France, puisqu'on est sous la Fédération française de danse et effectivement d'exercer notre art ensemble et de pouvoir représenter la principauté aussi, c'est un grand honneur. Et Monaco nous le rend bien. Des membres des 24 sections de l'ASM Omnisport se sont succédés sur scène pour récupérer leurs trophées et médailles. Filles, garçons, jeunes ou moins jeunes, preuve de l'excellente santé du sport en principauté.
Et à moins d'une semaine de la fête nationale, les premières remises officielles de médailles, avec pour débuter celle du travail, remise ce matin par le ministre d'État Christophe Mirmand dans la grande salle de réception du musée océanographique. Ces médailles du travail récompensent la fidélité et l'engagement professionnel des bénéficiaires. Vous pouvez retrouver, quand vous le souhaitez, cette cérémonie en intégralité sur notre site et sur notre chaîne YouTube, où nous retransmettons, comme chaque année d'ailleurs, tous ces moments d'importance en cette grande période de festivité. La fidélité à un pays, un drapeau, un ami, à son mari ou à son épouse, c'est le thème choisi en ce mois de novembre par les responsables des rencontres philosophiques de Monaco, avec parmi les débatteurs d'un soir au Théâtre Princesse Grace, l'auteur Alice Fernet. Bonsoir à vous, madame. Bonsoir. Très intéressant ce débat au Théâtre Princesse Grace autour de la fidélité. On a bien dit fidélité, pas encore infidélité. Ça commence par quoi? Est-ce que tout de suite on est dans le religieux, dans l'union jusqu'à la fin de sa vie? C'est pas exactement comme ça que je vois les choses, non? Je crois que j'ai été invitée parce qu'il y a 25 ans, j'ai fait un livre dans lequel l'infidélité était centrale, mais je ne la traitais pas d'un point de vue moral ou moralisateur. Je le traitais comme quelque chose d'extrêmement réel et plus que comme une infidélité, comme un nouvel amour, voilà. Ouais, voilà. On rappelle aussi que votre autre nom, bien sûr, c'est Cécile Brossolet, que les gens vous connaissent avec la conversation amoureuse. Il y a eu l'intimité. Donc, vous êtes la personne idoine pour nous parler de ce rapport fidèle. Alors, cette fidélité, elle est entre les humains, bien sûr. Elle est aussi dans le domaine social, de l'entreprise, de la religion, des clans aussi. Ah bah, je pense que si on faisait une liste de toutes nos fidélités, elle serait très longue. La première étant sans doute à soi-même, à ses désirs, à ses appétits, à sa famille, à son pays, à une cause. J'ai écrit sur la fidélité à une cause pour les militants écologistes, par exemple. Donc oui, nous sommes des êtres de fidélité, mais d'infidélité aussi. Oui, vous avez écrit notamment sur Paul Watson, hein, on s'en souvient, qui était présent à Monaco il y a pas très longtemps. Dans le mot fidélité, je dis toujours que quand il y a infidélité, ça veut dire qu'on cesse d'aimer ou pas du tout? Ah non, justement, c'était mon idée. C'était même que si l'amour nous enfermait dans une fidélité, si l'amour pour quelqu'un et si la fidélité signifiait seulement l'exclusivité, c'était dangereux pour l'amour. Je pense que d'une certaine façon, l'ouverture, c'est-à-dire peut-être l'infidélité, en tout cas l'infidélité potentielle parce qu'on est bien vivant, c'est peut-être aussi une chance pour que l'amour dure. Oui, parce que vous dites très clairement que fidélité, attention, il ne faut pas que ça rime avec exclusivité. Il y a beaucoup de philosophes qui parlent aussi de ce miel qui colle à la cuillère. Hein. Oui, j'ai vu que Robert Maggiore a employé cette expression. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a une connotation péjorative et morale dans le mot infidélité, que par exemple il n'y a pas dans le mot loyauté. Ouais. J'aime beaucoup le mot loyauté aussi. Et en effet, l'exclusivité est encore autre chose. Pour deux êtres qui se rencontrent et qui s'aiment longtemps, l'infidélité, c'est quelque chose qui est toujours très mal pris. Et quelque part, on dit toujours l'important, c'est d'aimer et de ne pas faire de mal aux autres. C'est un peu simpliste quand même. Je me souviens que dans la conversation amoureuse, j'avais idée que si on s'autorisait la liberté de l'infidélité, elle devait s'assortir du secret pour que l'autre, justement, ne souffre pas. Il faut avoir un peu d'infidélité pour pouvoir se construire un idéal quelque part? En fait, il y a toute la question, c'est pas forcément d'être concrètement infidèle, mais de pouvoir l'être. C'est vraiment la question de la liberté contre l'enfermement, le danger de l'autre, parce que c'est toujours à cause d'un tiers qu'un couple d'amis, d'amants sera infidèle tout d'un coup justement à cette réunion à deux. C'est tout d'un coup un tiers accède à quelque chose qui jusqu'alors ne l'incluait pas et ça peut être vécu comme une infidélité, mais on sait bien que tout le monde ne le vivrait pas comme une infidélité. Et il faut toujours associer quand même volonté et raison. Oui, mais nous ne sommes pas que des êtres de volonté et de raison. Nous sommes aussi des êtres de désir et de passion et c'est pas certain qu'on puisse toujours les retenir.
et garder bien sûr ce secret pour longtemps, dans le cas d'un couple, vous l'avez dit, où c'est quand même cette petite voix de la conscience qui est là, dans la fidélité. Oui, mais moi je pense, j'ai souvenir d'une lecture d'un sociologue de l'amour qui s'appelait Francesco Alberoni, qui était quelqu'un d'assez original, je crois, qui remarquait qu'on peut aimer deux personnes en même temps, on peut aimer une personne et tomber amoureux d'une autre, et on ne peut pas tomber amoureux de deux personnes en même temps. Je trouve que c'est très juste. Mais donc, on sait bien si l'amour n'a pas cessé, qu'éventuellement, tomber amoureux de quelqu'un d'autre, c'est pas forcément la tromperie qu'on voudrait nous faire voir. Nous avons beaucoup apprécié en tout cas ce moment d'échange avec vous, et cette conversation, j'allais dire amoureuse entre guillemets, qui est le titre d'un de vos livres bien sûr. Quel est votre prochain ouvrage, l'ouvrage en préparation en ce moment? Alors ça, je ne le dis pas, mais j'en ai un qui vient de paraître, qui parle de l'amitié entre hommes et femmes, et dans lequel la question de la fidélité se pose aussi, en particulier, reste-t-on fidèle à un ami quand on estime qu'il se comporte mal, en particulier avec les autres? Ouais, c'est un vaste débat, hein, celui-ci aussi, en tout cas, cette amitié en tout cas. Très vaste débat. Ouais, vaste débat. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Bonne discussion, bien sûr, encore une fois, bonne rencontre philosophique ici à Monaco. Merci d'avoir pris du temps pour nous. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Aïda, l'opéra en 4 actes de Giuseppe Verdi, est en préparation à Monaco pour une production au Grimaldi Forum. En attendant, des élèves de primaire de la Principauté sont accueillis pour découvrir en ce moment l'envers du décor. Mise en scène, les orchestres, le chant, la danse, le monde du spectacle n'a presque plus de secret désormais pour ces enfants. Voici le reportage signé Alban Gingembre et Alexa Vial. C'est l'histoire de deux princesses qui luttent pour l'amour d'un guerrier en pleine Égypte ancienne. Aïda, l'opéra en 4 actes de Giuseppe Verdi se produira sur la scène du Grimaldi Forum. Ici, les artistes sont en pleine répétition sous l'œil attentif de ce groupe d'élèves. Moi, j'ai bien aimé les danseurs, comment ils faisaient les mouvements. C'était c'était magnifique. J'ai adoré. Et Aïda, elle faisait trop bien le rôle. Moi, je croyais que il y avait un peu moins de monde. Mélange de théâtre, de musique et de danse, les jeunes se familiarisent avec cette culture opératique. Aujourd'hui, ils ont eu la chance d'avoir dans la fosse l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sur le plateau une 60aine de choristes, des danseurs, des figurants et bien sûr nos solistes. On a l'habitude, les nouvelles générations surtout, d'entendre de la musique à travers nos écouteurs, d'entendre des chanteurs qui chantent avec micro. Et aujourd'hui, pour une grande partie d'entre eux, ils ont découvert que dans le chant lyrique, les chanteurs s'expriment sans aucun micro. C'est vraiment l'instrument vocal qui passe la fosse d'orchestre et qui remplit toute la salle. Moi, j'ai adoré les chansons et ils chantaient très bien, les chanteurs. Les danseurs, ils dansaient super bien. Et les chanteurs, ils chantaient super bien aussi. Une prochaine session découverte aura lieu à l'Opéra de Monte-Carlo. La salle garnie accueillera les élèves pour Péléas et Mélisandre de Debussy. Ce vendredi, à 20h30, le Théâtre des Variétés accueille la compagnie Les Farfadets pour une pièce coup de poing intitulée Brûlez-la, un texte signé Christian Siméon et porté sur scène par Sophie Cossu, qui en signe aussi la mise en scène. Œuvre forte, vibrante, autour du destin d'une femme fascinante, libre et dérangeante. Et pour nous plonger dans l'univers de ce personnage hors du commun, Sophie Cossu est avec nous au micro de Christinda Petit-Homel. C'est le personnage. Qui est quand même un personnage assez extraordinaire, qui est Zelda Saïr Fitzgerald. Et je souligne Saïr parce qu'en effet, on l'a souvent associé à son mari, Francis Scott Fitzgerald, auteur du renommé Gatsby le Magnifique. Mais cette femme avait une personnalité très très forte et existait à part entière puisqu'elle était auteure également. Et que ça n'avait pas échappé quand même à son mari, puisqu'il s'est quand même servi dans ses écrits pour écrire les siens. Cette femme-là, elle avait un sens de la liberté absolument inné, et qui était finalement en contraste avec son époque,
Et elle n'a eu de cesse pendant toute sa vie que de se libérer de l'ombre de son mari, de l'ombre de son milieu familial et social, de l'ombre d'un milieu psychiatrique archaïque et qui était vraiment une vraie machine à broyer tous les tempéraments un petit peu hors cadre. Il y a quand même eu, on va dire, des erreurs de diagnostic chez cette femme, puisqu'on l'avait diagnostiquée schizophrène et que, en se penchant sur ses dossiers, pas mal d'années après, on s'est rendu compte qu'en fait, elle ne l'était pas, qu'elle était peut-être cyclotimique, mais sans trop. Et quand finalement, ce qui était surtout dérangeant pour son environnement familial et social, c'était surtout sa liberté. C'est une femme qui ne s'apitoie pas sur son sort. Le personnage comme la femme en réalité. D'ailleurs, le texte qui est merveilleux, hein, le texte de Christian Siméon, s'est beaucoup inspiré de la vraie vie de Zelda. Et c'est vrai que c'est un personnage qui bouge beaucoup. Elle dansait, elle peignait, elle faisait énormément de choses. Elle était très très active. Et donc c'est une pièce qui bouge énormément. Donc physiquement, c'est un vrai tour de force. La deuxième édition de Joya, le salon international de la joaillerie, se tiendra jusqu'à dimanche au One Monte Carlo. Exposition, découverte, émerveillement, création, conférence. On en parle sans plus tarder avec l'une des organisatrices, Delphine Pastor-Reis. Bonsoir madame. Bonsoir. On va donc célébrer avec vous pendant 3 grandes journées, à partir de ce soir jusqu'à dimanche, l'excellence de la joaillerie contemporaine à Monaco, au Monte Carlo One. C'est la deuxième édition. Déjà, la première était un vrai succès. Alors, Joya, le Salon international du bijou, à Monaco pour la deuxième édition. Tout cela est bien vrai. C'est voilà, un salon international du bijou qui présente à la fois des créations contemporaines, mais également du bijou ancien, vintage et d'artistes. Donc voilà, on expose, on donne un espace à la création contemporaine et aussi aux antiquaires et galeristes du bijou. Le salon de Joya se différencie des autres salons de joaillerie puisque on a voulu quelque chose de très, avec mon associée Vanessa Margoski, quelque chose de curated comme on dit, où on va mettre le bijou dans un contexte à la fois culturel, historique et où on va apporter aussi une offre pédagogique, où on a par exemple des ateliers pour enfants qui sont organisés par le musée d'anthropologie de Monaco, mais également une exposition avec des bijoux préhistoriques. On a aussi une collaboration avec le musée national de Monaco, où ils ont fait travailler une de leurs artistes autour du bijou. On a aussi une exposition d'un grand photographe, Robert Mapplethorpe. Donc voilà, l'idée c'est vraiment Vaste programme, oui. Mais bon, avant tout, c'est le bijou qu'on place justement dans ce contexte historique, culturel, et qui met le bijou à l'honneur, en valeur. On a bien compris, oui, ce sont plusieurs déclinaisons d'un événement finalement qui est culturel et artistique, où on allie la création, il y a de l'émotion, il y a de la forme, et vous avez dit, on remonte même aux temps immémoriaux. Hein. Ben oui, parce que savez-vous que le bijou est la première forme artistique de l'homme? Ah! Donc voilà, on donne vraiment la place au bijou, voilà, comme une forme artistique qui est actuellement la première. D'accord. Et la valeur du bijou aujourd'hui, c'est quelque chose de très important parce que ça reste à vie, quoi. C'est un signe très très fort. Alors la valeur du bijou, il y a plusieurs manières de la qualifier. Moi, j'estime que le bijou, c'est pas seulement une pierre ou un carat d'or. Je pense que le bijou, c'est aussi la sculpture, l'objet, la création artistique qui définit aussi la valeur d'un bijou. Oui, on n'oublie pas la beauté, bien sûr, et la maîtrise de l'art intemporel, finalement, pour la joaillerie. Hein. Voilà, et donc ici, vous allez avoir une offre de présentation de bijoux très variés, avec des créateurs contemporains, comme Elitop, comme... il y a des grandes maisons aussi qui exposent, vous l'avez dit, et puis il y a des conférences. Gabriel Grace. Alors, on n'a pas de grandes maisons, si vous voulez, qui sont présentes ici. On a des
Bien sûr, il y aura des bijoux signés, des bijoux anciens, de seconde main, qui sont revendus par des galeristes, par des antiquaires qui sont présents ici. Donc on va retrouver des grandes marques, mais et également une création contemporaine. Donc on essaye de faire une sélection très pointue avec notre œil, avec Vanessa Margoski et moi-même, et d'accompagner le public, les collectionneurs dans leurs achats et aussi dans leur savoir aussi. C'est une façon aussi de s'instruire et de s'intéresser à un art qui est très varié et très intéressant. Merci d'avoir été avec nous ce soir en tout cas. Merci Monaco Info, à très vite. Attendez-vous à apercevoir de nombreux rameurs dans le port Hercule ainsi que sur le littoral monégasque les 22 et 23 novembre prochains à l'occasion de la 20e édition du Challenge Prince Albert II. Une compétition d'envergure, d'aviron de mer avec de grands champions présents pour l'événement, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage signé Fabien Bonilla et Lionel Bernardi. La première édition du Challenge Prince Albert II s'est déroulée en 2004. Le week-end prochain, du 22 au 23 novembre, nous célébrerons la 20e édition. Lors de ces 2 jours de compétition, 26 équipes s'affronteront dans 4 catégories différentes. La présentation de l'événement devant les médias monégasques s'est déroulée ce jeudi matin. Alors, on renouvelle le format désormais habituel et traditionnel de notre compétition. Donc, une compétition d'aviron de mer qui se déroule sur 2 jours. Le premier, donc samedi 22 novembre, c'est les compétitions au large en baie de Monaco. Donc, toute la matinée à partir de 10h jusqu'à midi. Et ensuite, en tout début d'après-midi, à partir de 14h30. Et donc, pour ces courses-là, on retrouve un parcours sur 4 km donc le matin pour les solos et le double mixte. Et l'après-midi sur 6 km pour les 4 de couple mixte. Le deuxième jour de course, le dimanche 23, on reste dans le port Hercule et donc là, c'est un format de course différent en match racing, c'est-à-dire des courses l'un contre l'autre, donc à 2 bateaux simultanément, à élimination directe, donc c'est assez facile à comprendre. Les 2 bateaux partent en même temps, celui qui franchit la ligne en premier a gagné, accède au niveau suivant. Et donc pour ça, les courses commencent à 9h le dimanche matin, avec une finale attendue aux alentours de midi. 26 équipes, 19 nationalités, 130 participants. La crème de la crème sera présente dans un peu plus d'une semaine. On pensait avoir déjà atteint notre apogée en 2023. Finalement, en 2024, on a réussi à repousser un petit peu les limites. Et là, cette année 2025 a vraiment, au-delà de toutes nos espérances, nous permet donc d'avoir pas moins de 7 champions olympiques, et dont 5 de Paris 2024. Donc aviron olympique, on part forcément sur de l'aviron en eau calme. Et donc ça veut dire que grâce à notre compétition, les rameurs de rivière s'intéressent progressivement à l'aviron de mer. C'était vraiment un des objectifs qu'on s'était fixé il y a quelques années maintenant. Et donc on est très fiers de voir que notre formule plaît et a réussi à faire la passerelle entre ces 2 mondes qui ne sont pas incompatibles, mais qui ont, disons, quand même pas mal de différences. Et malgré tout, donc les rameurs de très très haut niveau, quand on est champion olympique, c'est qu'on est vraiment, on a atteint le Graal. Et malgré tout, il y a un intérêt pour ces gens à venir faire de l'aviron de mer. Ils viennent le faire chez nous, donc on en est ravis. Ce qui va offrir donc des compétitions d'une intensité exceptionnelle. Et à l'heure actuelle, moi, je serais incapable de vous faire un pronostic sur l'équipe qui va l'emporter. Eh bien, pour le savoir, il faudra se rendre du côté du port Hercule les 22 et 23 novembre. En plein cœur du 28e Monte Carlo Squash Classic, l'élite mondiale du squash féminin s'est retrouvée pour un moment de convivialité, un cocktail, avant de poursuivre la compétition aujourd'hui avec des finales, attention, programmées demain à partir de 19h au Stade Louis II. Et avant de découvrir vos prévisions météo pour les prochaines heures avec Chrisinda Petit-Homel, comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour avec ce soir la remise des médailles aux sportifs de l'année au sein de l'AS Monaco Omnisport. Les photos sont signées Manuel Vitali. Demain, 19h, c'est Sarah Nkari qui sera à vos côtés pour vous présenter votre journal. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info.
Le Maya Hôtel Courchevel 1850, nouveau boutique hôtel de Courchevel, vous présente la météo. Bonsoir à tous. Ce vendredi, Monaco profitera d'une journée douce mais un brin nuageuse. Et puis la fraîcheur sera parmi nous également puisque le matin débutera autour de 13 degrés sous un ciel légèrement voilé. Les nuages s'épaissiront dans la journée mais aucune pluie n'est attendue. L'après-midi sera agréable avec 19 degrés affichés au mercure. Et puis, comme nous fêterons les Sidonies, souvenons-nous du dicton « Quand la Sainte Sidonie est pluvieuse, l'hiver sera joyeux ». Le Maya Hôtel Courchevel 1850, nouveau boutique hôtel de Courchevel, vous a présenté la météo.